Dernière partie de ce chapitre, la stratégie des synthèses organiques, ou comment optimiser les procédés expérimentaux de synthèse de molécules organiques. Donc pour reprendre quelques éléments de l'activité expérimentale. Alors le dispositif expérimental est constitué d'un chauffe-ballon, ici en bleu, placé sur un support élévateur. Le milieu réactionnel et la transformation a lieu dans ce ballon, ici de 250 ml, surmonté d'un réfrigérant à boules, donc constamment alimenté en eau, qui permet donc de refroidir puis de liquéfier les vapeurs qui vont retomber dans le ballon. L'eau donc circule dans le réfrigérant à boules et redescend dans l'évier, et donc aucune vapeur ne sort du dispositif. Donc on a aussi ici le milieu réactionnel donc, qui est en ébullition. Donc l'idée sera de séparer les ions benzoate de l'oxyde de manganèse solide. Donc on baisse le chauffe-ballon, on refroidit le milieu réactionnel. On note au passage que le support élévateur est un élément de sécurité qui permet, si besoin, d'arrêter vite fait le chauffage. Donc on refroidit. Après une première filtration, on va récupérer donc le filtrat qui contient les ions benzoate. Et on va voir séparer donc les ions benzoate de l'oxyde de manganèse solide, marron ici sur la vidéo. Et donc on va rajouter de l'acide chlorhydrique pour transformer les ions benzoate en acide benzoïque. Et il se trouve que l'acide benzoïque est non soluble en milieu aqueux, donc il y a formation, il va précipiter, donc formation d'un solide, l'acide benzoïque qu'on souhaite récupérer. Donc pour séparer ce solide de la phase liquide, on va réaliser une seconde filtration sur Büchner. Donc à pression réduite pour optimiser et accélérer la filtration. Donc on verse l'ensemble sur le filtre Büchner qui aura été préalablement humidifié. Et on va pouvoir récupérer ainsi le solide. Donc pour résumer un petit peu les différentes étapes d'une manière générale, on n'a pas le temps cette année de voir toutes les étapes expérimentales. Donc la première partie d'une synthèse organique consiste à se poser des questions avant la manipulation. Quelle est la nature des réactifs, quelle quantité des réactifs, quels solvants utiliser, quels catalyseurs, quels paramètres expérimentaux, la température, la durée ici, et également quel coût. Donc ça c'est avant la manipulation. Ensuite, on passe donc à la mise en œuvre du expérimental de la transformation de synthèse. Donc on chauffe pour accélérer la réaction et solubiliser les solides, et on utilise très souvent un montage à reflux pour éviter les pertes par vaporisation. Donc sur ce montage de support élévateur, un élément de sécurité qui permet de retirer très rapidement le chauffe-ballon. Le chauffe-ballon est donc de stopper le chauffage. Le chauffe-ballon sur lequel va être placé le ballon est maintenu par une potence, donc si on descend le chauffe-ballon, le ballon reste en l'air, le chauffage s'arrête. De la pierre ponce pour homogénéiser le chauffage et le réfrigérant à boules au-dessus, alimenté en eau froide par le bas et l'eau ressort par le haut. Donc ce réfrigérant à boules permet de liquéfier les vapeurs qui vont retomber dans le milieu réactionnel et donc éviter les pertes par vaporisation. Après la réaction de synthèse, on va donc essayer d'isoler le produit du milieu réactionnel, donc plusieurs possibilités. Si le produit est un solide, on effectue une filtration sous pression réduite. Si le milieu est un liquide, on peut effectuer une extraction liquide comme on l'a déjà vu préalablement cette année. Très souvent, le produit obtenu n'est pas pur, donc on va essayer, il comporte des impuretés, donc on va le purifier. Plusieurs méthodes, soit une purification par recristallisation, ou une purification par distillation. Enfin, on va caractériser et contrôler la pureté de l'espèce chimique synthétisée, donc plusieurs méthodes à nouveau, donc mesure d'une caractéristique qui est la température de fusion. On utilise pour cela un outil qu'on appelle un Bank-Köffler, c'est une barre métallique sur laquelle on connaît avec précision la température. Après étalonnage, donc l'idée va être de déplacer le solide obtenu sur cette barre métallique. Donc on le déplace doucement et on essaie de voir à quel moment, à quel endroit est-ce qu'il va commencer à fondre. Dès qu'il fond, on peut repérer
grâce à un stylet, et la position précise sur le banc et donc déterminer la température de fusion correspondante. On peut effectuer, dans le cas d'un liquide, une analyse par spectroscopie infrarouge, c'est ce qu'on vient de voir, ou par spectroscopie RMN, on verra ça l'année prochaine en spécialité physique-chimie, ou une chromatographie sur couche mince. Donc un procédé que vous avez vu au collège et qu'on va reprendre ici rapidement. Donc l'idée, donc là on est sur la chromatographie d'espèces chimiques colorées, mais le principe est exactement le même pour des espèces, quasiment le même pour des espèces incolores, invisibles à l'œil nu. Donc on a une cuve à chromatographie dans laquelle on a placé un éluant, c'est une phase mobile. Le choix de l'éluant se fait en fonction des espèces chimiques à identifier, à caractériser. Une ligne de dépôt sur laquelle on va venir placer les espèces chimiques à étudier, donc les espèces de référence du colorant E131 bleu et E102 jaune dans cette vidéo, et le mélange à analyser. L'ensemble est placé sur une phase fixe, du papier Whatman dans le cas de colorant alimentaire, une plaque à chromatographie dans le cas général. Donc on fait attention à ce que la ligne de dépôt soit au-dessus de l'éluant pour que les espèces chimiques ne se retrouvent pas dissoutes en solution. Donc on place la plaque à chromatographie dans l'éluant et on attend que l'élution se fasse. Donc l'éluant monte en entraînant avec lui, donc l'éluant, la phase mobile, monte le long de la plaque à chromatographie en entraînant avec lui les espèces chimiques. L'éluant entraîne avec lui des espèces chimiques à des vitesses différentes en fonction de l'affinité de ces espèces chimiques avec l'éluant. Donc ça permet de séparer, d'identifier des espèces chimiques par comparaison avec des espèces chimiques de référence. Donc je vous laisse réfléchir aux différentes réponses aux questions qu'on pourrait se poser. La chromatographie est une technique qui permet donc la séparation et l'identification, la séparation et la coloration, la superposition et l'identification. Donc c'est la séparation et l'identification des espèces. Les composants du mélange sont entraînés par l'éluant. Dans l'expérience décrite, l'espèce la plus retenue par l'éluant choisie ou la moins retenue par la phase fixe, donc la plus retenue par l'éluant et la moins retenue par la phase fixe. Ici c'est celle qui va monter le plus haut puisqu'elle est moins retenue par la plus retenue par l'éluant, donc l'éluant va l'entraîner avec elle, et moins retenue par la phase fixe va la laisser monter. Donc ici c'est le colorant bleu qui monte plus haut, à savoir le E131. Et donc le chromatogramme obtenu permet de conclure que la solution S contient probablement ici le colorant E102 et le colorant E131, car on a une tache ici à la même hauteur que le colorant E102 et une tache à la même hauteur que le colorant E131. Enfin, si on veut analyser de façon plus précise un chromatogramme, on peut calculer le rapport frontal, qui est le rapport de la hauteur à laquelle est montée l'espèce chimique sur la hauteur à laquelle est monté l'éluant. Petite H jaune sur grand H pour le rapport frontal du colorant jaune, et H bleu minuscule sur H de l'éluant pour le colorant bleu. Ici, on a un rapport frontal d'environ 0,83 pour le colorant bleu et 0,35 pour le colorant jaune. On peut également mesurer donc une température d'ébullition dans le cas d'une espèce chimique liquide à identifier. Voilà pour les différentes étapes d'une synthèse que vous trouvez résumée sur cet extrait de votre manuel.